C'était un grand rêve pour les jeunes Syriens. Crier liberté dans les rues de Damas contre un régime fasciste qui contrôle ce pays. C'était un miracle. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bonjour et bon dimanche. Mon invité est Omar Youssef Souleymane. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Vous êtes journaliste, poète et romancier. Vous publiez votre premier roman, Le Dernier Syrien, chez Flammarion. 70 chapitres très très courts, presque comme des mails d'ailleurs. C'est vrai. Ça ressemble à beaucoup à des mails. Un peu, oui. Un roman générationnel de ceux qui avaient 20 ans en mars 2011, quand ils sont sortis dans les rues à Damas pour manifester pour la première fois. Vous y étiez ? Oui, j'étais dans ces manifestations. J'ai participé dans la première manifestation le 15 mars 2011. Vous savez, c'était un grand rêve pour les jeunes Syriens à la base. Crier liberté dans les rues de Damas contre un régime fasciste qui contrôle ce pays depuis l'année 63. C'était un miracle. Et petit à petit, on organisait des autres manifestations entre Damas et Homs. Alors, mais pour en revenir à mars 2011, ces premières manifestations arrivent dans la foulée de ce qu'on appelle les printemps arabes, qui ont commencé en Tunisie, en Égypte, en Libye. Qu'est-ce qui pousse pour la première fois les Syriens à aller manifester ? Est-ce qu'il y avait un mot d'ordre ? Vous vous souvenez de ça ? Je pense la question, est-ce qu'ils ne les poussent pas ? Parce que la situation normale, c'est manifester, révolter contre un régime fasciste, afin de vivre comme des citoyens dans leur propre pays, comme des êtres humains, comme tout le monde sur cette planète. Je crois que ce qui a encouragé les Syriens, c'est la vague du printemps arabe qui a commencé en Tunisie, puis en Égypte, puis en Libye. Il y avait ce sentiment que c'était attendre, c'est-à-dire on a attendu le moment de révolter, le moment de ce printemps, quand il va arriver chez nous. On posait beaucoup de questions, quand et comment, dans quelle ville, etc. Lorsque ce moment de première manifestation à Damas. Vous vous souvenez, vous avez un souvenir précis des premières manifestations ? J'ai plein de souvenirs, inoubliables, bien sûr. Quel âge avaient les gens qui manifestaient ? Je dis, des vingtaines d'années, entre 20 et 30 ans. C'est vraiment donc une génération qui est sortie dans la rue. En fait, une des raisons pour lesquelles on a fait cette révolution, c'était pour révolter contre la génération des parents. Donc, contre la société patriarcale, on peut dire. Donc c'est normal que la révolution est sortie était, on peut dire, allumée par rapport aux jeunes. Ouais. Alors, c'est 4 jeunes dans votre roman qui incarnent chacun une partie de la Syrie, mais finalement tout le monde n'a pas les mêmes objectifs à ce moment-là. En fait, ce qui m'intéresse, c'est raconter l'histoire de cette révolution, pas par rapport un seul regard. Il était des jeunes différents. Chacun et chacune avait son opinion, son avis sur la situation en général. Par exemple, on voit Joséphine, l'héroïne de roman. Alors Joséphine, elle ne s'appelle pas Joséphine, c'est son nom de code. Oui. Quel est son vrai prénom ? C'est pas important. En fait, c'est c'est parce que Joséphine, ça fausse son origine, ça fausse plein de choses. En fait, on peut projeter plein de personnages. Tout à fait, parce qu'en fait, son vrai prénom, ce personnage est inspiré par plusieurs personnages dont j'ai rencontré en Syrie. C'est pas un personnage unique. D'accord. Elle a créé dans votre roman un groupe de militants à Damas qui s'appelle Daou. C'est ça. Voilà. Et elle vit à Homs. Elle vivait entre Damas et Homs. Voilà. Et c'est elle, en fait, Joséphine présente l'icône de la liberté et de l'espoir en Syrie qui rassemble les jeunes autour d'elle pour manifester contre le pouvoir. Elle était forte, elle était indépendante, elle était drôle. Parce qu'aussi, il y a l'image de cliché sur les femmes syriennes ou les femmes dans le monde arabe en général qui sont un peu isolées, elles restent à la maison. C'était pas du tout le cas. Parce qu'en Syrie, au contraire, en fait, c'est vrai que le rôle des femmes dans la révolution syrienne était beaucoup plus fort
beaucoup plus fort que les hommes. Et ce qu'il m'intéresse aussi de raconter dans ce livre, donc il y avait Joséphine, il y avait autour d'elle plusieurs garçons que grâce à elle... Là, dans votre roman, il y a Khalil et Youssef. Oui. Voilà. Donc Youssef, il présente aussi, il était manifestant, il était militant, il était photographe, il filme les victimes et les manifs à Homs. Il était homosexuel, il était indépendant, il s'en fout des clichés de la société, c'est-à-dire ce qui était marrant que sa mère l'a appelé Youssef afin qu'il soit tellement beau comme le prophète. Alors, vous démarrez d'ailleurs, vous démarrez le livre avec cette histoire. C'est vrai. De ce prophète. Oui, parce que ce prophète... Tellement beau qu'il était une tentation. Oui, toutes les femmes courent derrière lui, toutes les femmes tombent amoureuses de lui à l'époque. Et c'est pour ça, Youssef, il était aussi tellement beau, sauf qu'il était homosexuel, c'est-à-dire il s'en fout si les femmes courent derrière lui ou pas. Pour lui, en fait, le miracle de la première manifestation à Damas était beaucoup plus fort que les miracles de ce prophète qui s'appelait Youssef. Ça, par une manière ou une autre, c'est aussi une révolution contre l'histoire, contre les tabous de l'histoire. Mais est-ce que c'est votre relecture à vous et c'est votre relecture d'historien ou c'est vraiment ce qui s'est passé? C'est vraiment ce qui s'est passé. Parce que ces jeunes, ils ne voulaient pas seulement révolter contre le pouvoir et manifester contre et lutter contre les islamistes qui ont profité de cette révolution, mais aussi effacer les conséquences des deux. Du régime de Bachar al-Assad et les islamistes sur la société syrienne. Donc c'était un chemin long et difficile. Youssef, lui, à un moment donné, dit finalement, s'il y avait eu en même temps une révolution sexuelle, la guerre serait finie depuis longtemps. C'est vrai. C'est partout, parce que si on a... C'est la première fois, vous savez, c'est une approche, c'est la première fois que je l'entends. Moi je le crois. Oui, je le crois. Mais parce que c'est pas courant, on va dire, comme approche. Tant mieux. C'était pas courant. Malheureusement, en fait, c'est pas tant mieux. Malheureusement que c'est pas courant, parce qu'à mon avis, si chacun et chacune était satisfait par rapport à son désir, son plaisir, tombe amoureux, satisfait par rapport à son corps, on n'a pas besoin de faire la guerre parce qu'on n'est plus agressé, on n'est plus agresseur et agressé, on n'a pas besoin d'harceler les autres, on n'est plus égoïste, on peut dire. Donc Youssef, il avait il a cette idée. Il a beaucoup aimé de l'appliquer sur la société syrienne, mais non, malheureusement, ça n'a pas marché. Oui. Et quelques mois après, il part par Beyrouth. Il était obligé parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Et comme la plupart des personnages du roman, et c'est ce qui s'est passé dans la réalité de nombreux militants. Je me souviens, tous les camarades avec qui j'étais en Syrie, soit ils sont partis avant ou après moi, soit il était tué par le régime, assassiné par le régime, soit il était torturé dans la prison et sont emprisonnés jusqu'à aujourd'hui. Comme Khalid, un des personnages de votre livre, et là il était emprisonné, oui. Oui, et on voit un petit peu tout ce qui se passe dans les prisons. D'ailleurs, Assad. En fait, c'est pas tout ce qui se passe. Je tiens à préciser que tout ce que j'ai raconté de la torture dans cette prison ne donne qu'une vision tellement vague ou une petite idée de ce qui se passe dans la réalité dans ces prisons de la torture. Ces prisons ressemblent beaucoup les prisons chez les nazis. Il n'y a aucune différence. Même dans certains détails, c'est encore plus pire chez le régime d'Assad. On a des dizaines de milliers de personnes jusqu'à aujourd'hui qui étaient tuées dans ces prisons. Voilà. Sauf que Youssef part finalement rapidement, il part quoi, en début 2012 ? Donc quelques mois après. Il part au début de 2012, exactement. Voilà. C'est un peu ce qui vous est arrivé à vous. Moi, je suis parti 3 mois après lui. Donc, je suis parti en mars 2012. Oui. Oui, bon, donc, en tout cas, c'est-à-dire un an depuis le début de... Ça ressemble à votre... Ça ressemble à mon histoire, oui. Oui. C'est normal parce que parcours. En fait, c'est un roman d'inspiration autobiographique, c'est-à-dire inspiré de tout ce que j'ai vécu en Syrie. Pourquoi avoir fait un roman et pas avoir fait un document ou un récit ? Qu'est-ce que vous pouviez dire de plus facilement à travers un roman que vous n'auriez pas pu dire à travers un récit très documenté et détaillé de ce qui s'est passé il y a 10 ans ? En fait, je crois que le style romanesque est idéal pour archiver
la mémoire, la beauté de la mémoire, la vie quotidienne de la mémoire pendant la guerre. Parce que cette beauté, ces détails de la vie quotidienne, on ne peut pas les trouver dans le média. Voilà, donc ce qui m'intéresse, en fait, par exemple, en Syrie, pendant la guerre, on a vécu des histoires magiques, des paradoxes, des situations tellement humaines, malgré la violence, malgré l'agression, malgré l'horreur. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie continue, finalement? Bien sûr, la vie continue, la force de la vie continue, on peut dire. Et c'est le cas jusqu'à aujourd'hui en Syrie, à quel point les gens arrivent à vivre malgré toutes les difficultés. Et ce qui m'intéresse, c'est archiver cette mémoire. Et je crois le style romanesque, c'est super pour ceci. Alors, écrire un témoignage ou un récit, en plus, c'est moins fort, je crois, parce que aussi le roman, le style romanesque, ça nous permet d'avoir une sorte d'imagination et de fiction. Voilà. Est-ce que j'aime bien? Parce qu'en fait, enfin, c'est une création littéraire, c'est pas un témoignage. Voilà. Donc c'est un roman autobiographique d'une certaine façon. Voilà, comme je tiens à préciser, c'est un roman d'inspiration autobiographique. Voilà. Alors il y a un personnage dont on n'a pas encore parlé, mais alors lui qui vit la révolution, mais alors sur une autre planète. C'est Mohamed. Ouais. Et lui, pendant la révolution, il pense à s'envoyer en l'air. Mohamed, il présente les jeunes Syriens qui vivent dans les doutes, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont ni avec ni contre la révolution. Lui, il comprend pas, hein. Puisqu'il pose la question directement par mail, il dit mais qu'est-ce que vous voulez avec votre révolution? Qu'est-ce que vous voulez obtenir? C'est vrai. En fait, il pose ces questions parce que il a peur. En fait, c'est la peur qui l'envahit, car il avait une histoire tellement dure avec ce régime quand il était petit. Son père, il était emprisonné, il était torturé. Alors son père, ils sont venus le chercher un jour parce il y a eu de la délation et on l'a balancé parce qu'il était frère musulman. Voilà. Donc Mohamed, il a cette peur, et en plus il est bisexuel, c'est-à-dire c'est l'amant de Youssef. Il avait une histoire avec Youssef, et en même temps sauf qu'ils se voient une fois et ils s'écrivent beaucoup. Voilà, en fait, ils tombent amoureux tous les deux, et le paradoxe, c'est-à-dire ils se rencontrent à Damas, et ensuite Youssef, il rentre dans sa ville à Homs, et il n'arrive pas à se retrouver à nouveau. Ils se revoient pas en fait. Jamais, parce que c'est impossible, parce que à cause de la situation politique, les checkpoints, Youssef, il n'arrive plus de rentrer à Damas, il était presque assiégé à Homs, et Youssef, il ne peut pas aller à Homs pour rejoindre son amant. Et donc Youssef, ce qui est aussi paradoxal dans cette histoire, c'est que Mohamed était fiancé, avec Sarah, avec Sarah, livre, ouais. Et en même temps il est amoureux de Youssef, donc c'est une situation tellement compliquée. Et donc ce garçon qui s'appelle Mohamed, il était tellement perdu, il n'arrive pas à trouver une décision pour ni sa vie personnelle, parce qu'en fait elle est aussi elle est entourée par rapport à la famille, c'est-à-dire elle est fiancée pour satisfaire sa famille, c'est pas pour son propre désir. D'accord. Voilà. Mais pendant tout le livre, on voit qu'une de ses préoccupations quand même, et que ses fantasmes sont assez portés sur le sexe. Ah oui, en fait, pendant que les autres se battent et sont en train de fuir la police, le service de sécurité, lui, il a des préoccupations, enfin, moi, ce qui me paraît dans votre livre, qui sont tout à fait différentes. Je crois que c'est l'inverse, c'est-à-dire, pour Mohamed, dès qu'il y a une sorte d'agression, dès qu'il y a de violence, dès qu'il y a de la peur à l'entour, il devient encore plus, et en plus, obsédé sexuellement, pour rattraper cette peur. C'est ce qu'on sent, c'est que finalement, il devient, enfin, pas obsédé, mais en tout cas, il avait une réaction. C'est très présent, en tout cas, dans son... C'est vrai, tout à fait. C'est très présent dans sa vie, voilà. Bon. Oui. C'est pour ça que votre roman n'est peut-être pas à mettre entre toutes les mains chastes. Non, je ne le crois pas. On parlait des personnages de votre roman, par exemple Youssef et Mohamed, qui incarnent à leur façon les tabous d'une société. Mais qu'est-ce que les tabous d'une société deviennent dans une révolution? Ils deviennent plus tabous, je crois. Si c'était une vraie révolution. C'est-à-dire, on ne peut pas faire une révolution politique et en même temps sans révolter contre les tabous de la société. Il n'y a pas de... et c'est pour ces jeunes, en fait, ce qu'ils rêvent, c'est de vivre librement. Il était des étudiants à l'université. Il avait leur métier. Et donc, ils lâchent tout, ils quittent tout pour manifester.
Et pour eux, c'était pas. En plus, les conséquences du régime politique en Syrie négatives, dans une manière ou une autre, créent ces tabous dans la société. C'est-à-dire quand on révolte, quand on manifeste contre le régime politique, absolument il faut aussi révolter contre ses conséquences. Et c'est pas du tout facile. C'est-à-dire ces jeunes luttent contre le régime et par une manière ou une autre aussi contre cette société qui les accepte pas toujours. Voilà. Mais c'est pas nouveau finalement. Alors par exemple, Mohamed, lui, qui est passionné d'histoire et de littérature, il va chercher, alors je ne sais pas si ce sont des justifications, mais presque des moments où la société musulmane a été plus tolérante. C'est vrai. En fait, Mohamed, comme il était quelqu'un isolé et seul, il se réfugie dans l'histoire. Il est plongé dans la lecture. Alors, le sexe et la lecture, c'était les deux choses qui le sauvent dans sa vie. Et c'était comme une existence pour lui. Alors, dans l'histoire, il continuait à lire des anecdotes, comme dans des livres comme Mille et une nuits, les livres historiques. C'est un peu le premier livre, Les Mille et une nuits. Mais par exemple, les histoires des Abbassides au 8e siècle, on va dire que c'est beaucoup moins... C'est plus pointu comme lecture déjà. C'est vrai. En fait, il y a plusieurs livres, pas seulement celui-là. Et il trouve des histoires dans ces livres sur certains califes et certains poètes, comme par exemple le calife Abbasside Al-Amin, qui était homosexuel, avait un amant, et Louasir, par exemple, c'est un autre calife Abbasside qui s'appelle un amant, qui avait un amant aussi qui s'appelle Kawsar, et tous ces califes, ils annoncent leur histoire d'amour avec ces garçons. C'était pas du tout tabou. Et donc Mohamed, il se pose toujours cette question: pourquoi ce sujet est devenu tabou aujourd'hui, bien que dans notre histoire, à l'époque abbasside, n'était pas du tout le cas. C'est-à-dire, on était plus libre dans notre passé et on devient plus en plus moins libre. Et donc, aussi, c'est une des raisons pour lesquelles il y avait ce tabou, ou il y a toujours ce tabou dans le monde arabe, c'est l'islam politique qui est un peu présent, qui est récent, depuis par exemple le calife, depuis la fin qui sont devenus très très actifs les frères musulmans en Égypte, en Syrie, partout dans le monde arabe, depuis la fin de calife ottoman dans les années 1920. L'islam politique était, il était toujours dans le monde arabe, mais il devient beaucoup plus fort et il crée ces tabous qu'ils étaient déjà auparavant, mais il était moins fort qu'avant et d'aujourd'hui. Alors comment le régime syrien a-t-il transformé la nature de la révolution par rapport à l'origine et a fait croire finalement que c'était une révolution islamiste ? Comme c'est un régime, il a beaucoup d'expérience, il a beaucoup de relations internationales. Comme c'est un régime très très fort, il avait des expériences aussi avec les frères musulmans dans les années 80-82 surtout. Il sait comment comme vous dites, changer la situation de la révolution, d'une révolution pacifique pour la démocratie et la liberté, afin qu'il soit une révolution pour la vengeance, si on l'appelle une révolution. Enfin, c'est pour ça qu'elle a commencé à tuer les civils depuis le troisième jour de la première fois. La première victime dans la révolution, elle était tuée le 18 mars 2011, c'est-à-dire 3 jours. C'était à Adara. Et vous savez, le sang amène du sang. C'est-à-dire, dans un pays où il n'y a pas de justice, il n'y a pas de loi, il n'y a rien qui protège les civils, enfin, ils vont prendre les armes. Sauf que c'était une grande question pendant cette histoire. Est-ce qu'il faut prendre des armes pour tomber le régime ou il faut continuer pacifiquement? Parce que comme on est dans une société où il y a plein d'ethniques, il y a plein de communautés entre des alaouites, des sunnites, des druzes dans l'islam, où il y avait aussi des histoires d'agression pendant notre histoire entre ces communautés. Il y avait et en plus la plupart des alaouites ils soutiennent le régime. Il y avait une grande possibilité d'entrer dans une guerre civile. Enfin, est-ce que le régime voulait? Et en même temps, dès le départ, le régime a compris qu'il fallait jouer les islamistes contre le reste
de la population. Voilà, en plus, c'est-à-dire dès le début, le régime nous a accusés d'être autant des terroristes, autant des islamistes, et notre révolution était islamiste, sauf que c'était pas du tout le cas. Voilà, c'est-à-dire son but, le régime, il voulait transformer, comme vous dites, le but de cette révolution d'une révolution pacifique à une révolution islamiste, et malheureusement, il a réussi parce que il était tellement violent, agresseur. Il a massacré des civils et il n'y avait pas d'autres possibilités. C'est-à-dire le but de la révolution, c'est seulement pour garder l'existence, afin qu'ils ne meurent pas, les gens, afin qu'ils ne soient pas arrêtés ou violés par rapport à ce régime. Sauf qu'au début, c'était comme pour la liberté et la démocratie, donc ça n'a rien à voir. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un face-à-face entre Poutine et Erdogan. Aujourd'hui, la Syrie, après tout ce temps, la Syrie est un pays vendu par rapport à ce régime. C'est un pays vendu pour l'Iran, pour la Russie et pour la Turquie. Et les Occidentaux sont plus sur le terrain depuis l'effacement de Daesh. Exactement, donc c'est une guerre entre la Turquie et les Russes et les Iraniens. C'est-à-dire c'est une guerre des autres sur le terrain syrien. Et tout le monde là aujourd'hui, tous ces autres, ils décident l'avenir de la Syrie, sauf que les Syriens sont dehors de ce spectacle. C'est pour ça une des raisons pour lesquelles j'ai appelé ce livre Le Dernier Syrien. Et pourtant Bachar est présenté comme le rempart contre les islamistes. Tout à fait. En fait, c'est la propagande, sauf que ce n'est pas du tout vrai. Bachar et son père, ils jouent avec les islamistes depuis toujours. Ouais. Hafez al-Assad. Ils jouent avec les islamistes, soit en Irak, soit au Liban. C'est par exemple dans la guerre des Américains, quand ils ont tombé Saddam Hussein en Irak en 2004, les islamistes le régime a envoyé des islamistes en Irak afin qu'ils font des attentats contre les Américains. Et ils menaçaient les Américains par rapport les islamistes. Par exemple, aussi j'ai un autre preuve. Au début de la révolution syrienne, le régime a libéré des dizaines de milliers des islamistes de ses prisons. Alors pourquoi il les a libérés? Et en même temps, il emprisonne les démocrates et les communistes et les pacifiques en Syrie. Parce que le but du régime, c'est vider la Syrie des militants démocrates et les remplacer par rapport aux islamistes, et afin qu'ils soient, parce que tous les deux ils comprennent, vous voyez, ils arrivent à fonctionner ensemble. Tout à fait. Ils ont un intérêt commun. Voilà. Et une des preuves aussi, avec Daesh par exemple, il y a des documentaires qui éprouvent que le régime a fait un échange avec Daesh économique, par exemple. Il a acheté de pétrole de Daesh, il les vend des choses, etc. Donc ce sont des amis. Ça c'est très courant et ça c'est connu. Sauf que Bachar, il se présente autant un résistant contre les islamistes, c'est pour les occidentaux, c'est pas. Oui, alors dans le livre, on le voit aussi, quelque chose qu'on utilise beaucoup, en tout cas que la sécurité militaire utilise beaucoup, c'est le complot contre le pays. Oui, en fait, ça marche à tous les coups, ça, finalement. Bien sûr, tous les dictateurs, ils utilisent ça. Donc, regardez par exemple le régime en Corée du Nord. Ils utilisent beaucoup le complot contre lui. Tout le monde, ils font il est l'ennemi pour tout le monde, etc. Pour justifier l'agression contre son peuple. Alors, le régime syrien, depuis quand on était petit, par exemple, il nous a persuadé tout le temps dans la télé, à l'école, etc. Il se représente comme le résistant contre Israël, et les Israël, les impérialistes aussi. Et tout le monde, ils veulent tomber ce régime parce qu'il est le plus grand héros du monde entier, le régime, et le parti Baath, parce qu'il est très fort, etc. Et c'est comme ça, il peut justifier tous les problèmes à l'intérieur. C'est-à-dire, on vit dans une situation économique horrible. Ah oui, c'est à cause du complot. On est sous l'état d'urgence depuis l'année 63 jusqu'à aujourd'hui. C'est à cause du complot, etc., etc. Donc ça, c'est très courant. Qu'est-ce qu'a Fès avec contre les bananes?
En fait, c'est une grande question. Le père de Bachar, qu'est-ce qu'il avait? Pourquoi est-ce que c'est une question qui est importante? Pas seulement les bananes. Hafiz, il a fait pas mal de bêtises. Par exemple, en Syrie, on avait 3 chaînes seulement. De télé. De télé. Oui. Et les 3 sont pareils. Alors, un jour, il y a une anecdote. C'est peut-être que c'est une blague, mais c'est peut-être vrai. Vous savez, les blagues, ils racontent beaucoup de choses dans un régime, dans un pays dirigé par le dictateur. Un jour, les conseillers de Hafiz ont dit qu'il faut créer une 4e chaîne parce que c'est pas possible devant le monde entier qu'on a que 3, etc. Donc, Hafiz, il rassemble les gens, les professionnels, etc., les journalistes. Il crée la 4e chaîne, mais il savait pas qu'est-ce qu'il faut diffuser dans cette 4e chaîne. Alors, tous les Syriens, ils avaient tellement peur allumer la télé vers la 4e chaîne. Parce que c'est pas normal, c'est une situation bizarre. Et finalement, il regarde la 4e chaîne, il y a un seul programme où on voit Hafiz al-Assad, il regarde son peuple en disant pourquoi vous ne regardez pas les 3 autres chaînes. C'est-à-dire, c'est interdit, qu'est-ce que vous faites là, pourquoi vous faites ça. Donc c'est un régime policier pour interdire les bananes, alors, parce que c'est un fruit impérialiste. Vous voyez, les bananes, bien que ce n'est pas du tout le cas, les bananes, elles viennent de l'Afrique. Alors, on se pose toujours cette question dans les années 90, moi j'étais petit, et les bananes, c'était comme un rêve ou un truc bizarre, on ne savait pas ce que c'est. On entend de ce fruit, mais on sait que c'était interdit jusqu'à l'année 95 pile. Et finalement, alors peut-être Hafiz al-Assad était allergique ou il n'aime pas les bananes, donc simplement il interdit tout le monde de le manger parce qu'il n'aime pas. Est-ce que finalement, le jour où les bananes ont été à disposition, les gens se sont jetés sur eux, en se disant finalement, c'est ça le fruit défendu? C'était incroyable. Tout le monde faisait de salade de bananes, ils cuisinent avec la banane, etc. parce que ça est devenu quelque chose de bizarre. Et ça aussi, c'était un des choses que le service de renseignement joue en Syrie. C'est-à-dire, il autorise un truc et il interdit un truc afin que tout le monde s'occuper des choses, des petites choses dans la vie quotidienne et il oublie les grandes affaires, il oublie la politique. Finalement, l'interdit, c'est toujours mieux. Hein. Oui, c'est vrai. Si on lit bien votre livre, on comprend que le dernier Syrien, il ne sera plus en Syrie. C'est vrai, en fait. Le dernier Syrien, finalement, c'est une métaphore. Parce que je me demande toujours qu'est-ce qu'il reste de la Syrie aujourd'hui. Après, on a... Combien de déplacés aujourd'hui? On parle depuis presque 10 millions. Hein. Presque, depuis par exemple 2 mois jusqu'à aujourd'hui, on a 1 million de déplacés, vous imaginez, dans le nord de la Syrie. Et ces déplacés, ils sont déjà déplacés, c'est-à-dire ils viennent de toutes les villes de la Syrie. Ils sont déplacés dans le nord et aujourd'hui avec les conflits entre les Turcs et le régime. Le nord qui est le théâtre de l'affrontement aujourd'hui. Hein. Voilà. Bon, et on a environ 10 millions, c'est-à-dire presque la moitié de peuple syrien. On a environ entre 200 000 et 500 000 entre civils et soldats qui étaient tués. On a des dizaines de milliers d'enfants qui étaient massacrés dans les prisons ou dans les bombardements. On a entre 2 millions et 3 millions de domiciles étaient bombardés. Donc c'est un pays détruit, la Syrie. Un pays n'existe plus comme avant. Et personnellement, je me pose toujours cette question après toutes ces années, depuis quand je suis parti de la Syrie. Je ne connais plus la Syrie aujourd'hui. En 2012, oui. En 2012. Donc la question est, qu'est-ce que c'est être un Syrien aujourd'hui? Alors c'est garder la mémoire syrienne pour son avenir. Et après tout ce qui s'est passé en Syrie, tous ces terrors, je crois que la seule chose qui était survécue de ce massacre, c'est le rêve de vivre dans un pays sans violence, sans torture. Alors pour moi, ce rêve est le dernier Syrien. Et chaque membre de ce groupe, dans ce roman, l'est à sa façon. Aujourd'hui, vous êtes en exil en France. Oui. Alors vous avez raconté vos tribulations dans un hebdomadaire d'information, notamment pour trouver un appartement. Comment on fait pour trouver un appartement à Paris quand on est un Syrien en exil? Oui, en fait, c'était ça vaut un livre. Hein. Vous êtes intelligent. En fait, c'est trouver un appartement à Paris, c'est pas du tout facile, mais trouver un appartement pour un Syrien, c'est encore plus difficile, je crois,
car en fait, c'est lors de mon expérience, à chaque fois quand je contacte un propriétaire, une propriétaire ou un agent, dès qu'il sache que je suis syrien, il dit désolé, le domicile n'est plus disponible. D'abord, il entend mon accent, il me disait vous êtes d'où? Je lui disais de la Syrie. Ça peut être libanais, bon, ou tunisien un peu. Finalement, ça va être découvert par les documents, par rapport le dossier. D'ailleurs, ça, je le dis parfois, que je ne suis pas syrien parce que je n'ai pas envie de raconter la guerre. Une fois, j'ai dit que je suis italien, je viens d'Italie, j'étais à Marseille, sauf que le monsieur avec qui j'ai dit que je suis italien, il parle italien. Donc, elle a commencé de me parler en italien et moi, je ne parle pas du tout cette langue. C'était découvert. Malheureusement, donc j'ai mal tombé. Mais en fait, trouver d'abord aussi pour des autres raisons. Je n'ai pas trouvé un domicile à Paris, autant c'est pas salarié, c'est étranger, etc. Mais en général, la vie en France, moi je dis toujours, je suis chanceux ici, malgré toutes les difficultés, parce que si je dis tout ce que je veux, je parle comme je veux, je vis comme je veux, j'écris ce que je veux. Je ne cherche pas plus que ça. Donc, la difficulté de la vie quotidienne, en tout cas, il n'y a pas de guerre ici. Tous les autres, on peut sortir. Il y a la guerre contre le coronavirus. Et c'est partout, en fait. Peut-être la guerre contre le coronavirus et la guerre de coronavirus contre nous, quand même. Vous voyez, donc, c'est une guerre en échange. C'est pas pareil, comme on dit. D'ailleurs, le coronavirus est beaucoup plus cool, beaucoup plus simple d'un dictateur. Parce que le régime syrien, par exemple, il ne lâche rien. Par exemple, le coronavirus, c'est qu'on mord, il est tranquille, il nous quitte. Le régime syrien, là, à Alep, par exemple, dès qu'ils sont entrés à Idlib, ils ont détruit les tombes, ils ont sorti les cadavres et ils ont filmé ça, ils l'ont cassé devant les caméras. Donc, c'est barbarie encore beaucoup plus fort, beaucoup plus dur d'un virus. Voilà. Ça s'appelle virus, ça s'appelle dictateur. Voilà. C'est intéressant comme métaphore. Aujourd'hui, vous vivez dans un pays qui n'a pas de tabou. Finalement, est-ce que c'est si bien que ça de vivre dans un pays où il n'y a pas de tabou? Est-ce que ça ressemble au fantasme que vous en aviez quand vous étiez en Syrie ou pas? Sur la France, vous voulez dire? Non. Parce qu'en fait, l'image de la France quand j'étais en Syrie, c'est la liberté totale, etc. La France, pour moi, c'était le pays de la poésie, de la littérature, c'est tout. De Paul Éluard. De Paul Éluard, c'est-à-dire dès que j'arriverai en France, je vais trouver devant moi Paul Éluard, je vais trouver Aragon, je vais trouver le théâtre, les lumières, etc. Vous racontez cette histoire que vous imaginez que Paul Éluard allait vous chercher à l'aéroport? Tout à fait. J'imaginais. J'aime beaucoup l'image, hein, mais. Oui, mais pourquoi Paul Éluard? Parce que j'étais fan de Paul Éluard depuis quand j'étais ado. J'ai lu toute sa poésie et il m'a sauvé par une manière ou une autre parce que j'étais un peu radical, j'étais éduqué dans une famille salafiste, etc. Alors vous avez écrit un livre qui s'appelle Le Petit Terroriste. Tout à fait, oui. Là qui est votre histoire sur votre éducation. C'est vrai. Ouais. Mais arrivant à l'aéroport de Charles de Gaulle à Paris, j'ai pas trouvé Paul Éluard, j'ai trouvé le RERB qui m'attendait. Ensuite, il y avait le Pôle emploi, il y avait les papiers administratifs, la préfecture, etc. Les deux, chercher un logement, la vie quotidienne, et prendre la langue française, qui est le plus dur en plus. Donc, mais dès que j'ai appris la langue française, dès que je suis devenu en plus un peu satisfait en France, j'ai redécouvert Paul Éluard par rapport à sa langue maternelle. Donc, c'était pas du tout pareil. Donc, j'ai redécouvert à nouveau la France. Et là, aujourd'hui, je ne dis pas que je suis étranger, c'est-à-dire moitié français, moitié ce que l'on appelle un peu la schizophrénie, mais c'est une schizophrénie riche et positive. C'est-à-dire, mon avenir est français, et mon présent est français, et mon passé en arabe. C'est-à-dire, en plus, j'écris en français et je lis en français. Mais ça, c'est paradoxal, parce que votre histoire syrienne, vous l'écrivez en français. Donc, ce n'est pas votre langue maternelle. Non. Est-ce que finalement, vous arrivez à dire tout ce que vous voulez par cette langue qui est une langue de traverse? Oui, parce qu'en fait, je ne suis pas réfugié en France, autant dans la géographie française, mais je suis réfugié dans la culture française, je suis réfugié dans la langue de Paul Éluard. Et c'est pas pareil. Et en plus, quand j'ai appris la langue française, j'ai retrouvé un nouveau style. C'était aussi grâce à une rencontre avec mon éditrice, Louise Danon, chez Flammarion. C'est elle qui m'a proposé d'écrire. Louise Danon, c'est mon éditrice. C'est elle qui m'a proposé d'écrire en français. Parce que, par exemple, quand j'écris ce livre, Le Petit Terroriste, ça s'appelle Le Petit Terroriste en arabe,
j'étais persuadé qu'il ne va jamais sortir en arabe, parce qu'à cause des tabous dans les maisons d'édition dans le monde arabe. Donc je cherchais un traducteur. Donc il m'a proposé d'écrire en français parce qu'elle avait l'impression que je peux créer mon propre style dans la langue française. Et ensuite, et ça continuait. C'est-à-dire ensuite, j'ai écrit mon deuxième ce roman en français parce que quand on vit dans cette société où on pratique souvent la langue de cette société, de cette culture, personnellement, je suis devenu habitué à écrire en français. Et en plus, comme je ne peux plus rentrer dans le monde arabe parce que je n'ai pas de passeport, donc je suis devenu habitué à... C'est-à-dire la France est devenue une partie de moi. C'est-à-dire j'ai commencé à penser en français et écrire en français. Sauf que je dis toujours que je pleure en arabe parce que la langue arabe, c'est la langue de passé. Mais la langue française, c'est la langue de l'avenir. Et votre roman, vous l'avez pensé en français ? Oui. Vous décrivez une société syrienne très paradoxale qui finalement, quand il y a un attentat, plutôt que de partir en courant et de se cacher, va voir ce qui se passe. Oui. Ça vient d'où, ça, cette espèce de voyeurisme ? Tout le monde est aux abris plutôt quand il y a un attentat en général. Tout le monde est dans la cave. Oui, en fait, c'est bizarre parce que les Syriens, et jusqu'aujourd'hui, dès qu'ils voient un mec, par exemple, ou un Sokhoi, ou peu importe, une blindée dans les rues, un checkpoint, ils courent vers pour voir ce que c'est, ils regardent, tout ça. Et un attentat, ils courent vers cet attentat. Peut-être ça devient, je crois, d'être habitué à ça, vous voyez. Par exemple, je me souviens très bien dans les attentats, après le soir des attentats de 13 novembre en 2015, j'étais chez un ami à Paris. Et dès qu'on a entendu sur la radio qu'il y a Bataclan, etc., c'était vraiment là, c'était dur, c'était horrible. Et j'ai porté mon manteau et j'ai couru, je voulais voir. Il m'a dit, mais t'es fou, comment tu vas ? Et sans faire attention, j'ai pensé à ça. Je pensais que peut-être c'est pas fou, mais c'est syrien quand même, vous voyez. C'est-à-dire, on court vers l'attentat pour voir ce que c'est. Et c'est tellement bizarre, oui. Vous vous projetez de retour en Syrie ou pas ? C'est seulement pour voir ma mère, même pas pour rester en Syrie. Seulement pour visiter le reste de ma famille. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, que la Syrie n'est plus la Syrie que je connais. Et aussi, comme mon avenir sera en France, comme j'ai créé une nouvelle vie en France, je crois que je vais continuer ma vie en France. Parce qu'aussi, il y a un autre paradoxe là-dedans. Quand on devient exilé, et on est forcé d'être dans ce pays, on ne peut plus rentrer. Et on rentre dans des années et des années. À quel point les gens là-bas ont changé, à quel point le pays, la Syrie, a changé, et à quel point nous aussi on a changé. C'est-à-dire l'exil ne finira jamais, ni ici, ni là-bas. Mais en tout cas, votre roman est optimiste, parce que vous dites que cette génération qu'on voit, qui est la génération sacrifiée, sera un pont. Et que finalement, après ce pont, il y aura la démocratie. Absolument. Donc ça veut dire que la génération d'après, c'est la génération de la démocratie. Tout à fait. Ce que l'on appelle le grain de la liberté. C'est-à-dire que cette révolution a commencé, après il y a des étapes. Ça peut être dur, ça peut être violent, mais finalement, je crois qu'on va gagner contre le dictateur. Voilà, vous êtes... Évidemment, ça ne sera pas notre génération. Ça sera une autre génération. Oui, c'est de l'après. C'est vrai. Pourquoi finalement ? Parce qu'on voit que l'ONU dit que ce qui se passe en Syrie, c'est aujourd'hui, c'est la plus grande catastrophe humanitaire qui existe. Pourquoi finalement les Français, les Européens s'en désintéressent ? Il y a un moment donné, il y a un personnage dans votre livre, c'est un Allemand, et trouve que c'est cool la Syrie. Et ça surprend les gens de dire comment on peut dire que la Syrie c'est cool. C'est vrai, c'est cool pour quelqu'un qui visite la Syrie, qui passe 1 ou 2 semaines ou 1 mois autant touriste. Mais c'est pas du tout cool de vivre en Syrie autant syrien. Donc c'est pas pareil. D'abord pour nous, le Human Rights Watch ou les droits d'homme ou Amnesty, etc. Dès le début, en fait, on avait une grande illusion qu'on vit dans le 21e siècle et ça sera pas possible d'exister un régime dictateur qui torture son peuple et tout le monde reste silencieux. C'est pour ça on filmait les victimes, c'est pour ça on manifestait, c'est pour ça on diffusait partout des vidéos dans les chaînes, etc. Afin qu'absolument il y aura quelqu'un qui va interroger là-dedans et renverser ce régime. Sauf que c'était pas du tout vrai parce qu'on est dans cette époque. Sauf que je crois le sang syrien n'est pas du tout cher. Et la preuve, aujourd'hui, on voit à quel point il y a, depuis 2 mois seulement, on a des centaines de Syriens qui ont été tués. Personne ne parle. Et déplacés, ça n'intéresse personne. Même les médias sont... Et je crois que l'humanité, la solidarité internationale, elle était depuis toujours construite selon de l'avantage. S'il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas de solidarité. Et malheureusement, c'est le cas.
Omar Youssef Souleiman, l'invité du Book Club aujourd'hui, Le Dernier Syrien, votre roman autobiographique, en tout cas d'inspiration autobiographique, vient de sortir chez Flammarion. Vous réécoutez l'émission en podcast, vous revoyez la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Merci d'avoir été avec nous. Merci Philippe. Et très bon week-end sur Beurre FM.